Watahina Lua, Asiren Toko. We are going to go away with your Yavaseku, Yaviki, over the What do I do for a living? I said I live for a living. When I started robbing people, I put it under a classification of collecting the rent. Justified myself as a hunter-gatherer. Oh no, there's one great big one coming. There's a great big one coming. Je vais vous parler un petit peu de l'Océanie, puisque on prononce ce nom depuis 2 jours. L'Océanie, c'est le 5e continent, c'est le continent invisible. C'est l'histoire de 2 grandes migrations. La première qui date de 45-50 000 ans, avec des chasseurs-cueilleurs qui sont venus s'établir en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une deuxième migration, il y a 6 000 ans, avec les plus grands navigateurs de tous les temps, qui étaient des peuples qui partageaient une langue austronésienne. C'est un découpage également qui résulte d'une sombre histoire, une théorie raciste, des couleurs de peau qui a été élaborée en France au XIXe siècle, qui découpait l'Océanie en 4 parties, Australie, Mélanésie, Micronésie, Polynésie, et cet ordre croissant était un ordre de société jugé élémentaire jusqu'aux plus évoluées. Donc, et plus elles étaient noires et plus elles étaient élémentaires, et puis plus la couleur de peau s'éclaircissait, plus elle était évoluée. Cette classification n'a pas été niée par des anthropologues par ailleurs généreux et prudents, qui étaient Durkheim et Mauss, qui trouvaient ça plutôt évident qu'elle soit utilisée. L'Océanie, c'est aussi, vous avez pu le constater à travers 2 films qui sont passés notamment hier. Vous me corrigerez, Christian Coquier, si vous n'êtes pas d'accord. Pas tout à fait. On en parlera. Ça va faire partie de la discussion. C'est aussi une terre de fantasmes. Et là, je vais vous citer un romancier qui s'appelle Rupert Brooke, qui écrivait à son père: tout ce qu'on dit des mers du Sud est vrai, le paradis sur terre, la vie idéale, peu de travail, danser, chanter, manger, des gens vivant nus, d'un charme incroyable, aux manières parfaites et d'une gentillesse sans limite. C'est voilà le mythe océanien dans toute sa splendeur, un mythe qu'on a vu parfois peut-être conforté, pour le meilleur et pour le pire, par les populations autochtones elles-mêmes. C'est donc cette terre de fantasmes pour explorateurs en quête de paradis perdu, et une terre d'angoisse pour ceux qui se sont trompés de rêve aussi. C'est un océan complexe, enfin, au cœur des enjeux économiques de demain, et ça on va en parler, notamment on a vu le film ce matin sur l'exploitation outrancière des ressources halieutiques, mais il y a aussi des problèmes de décolonisation qui sont d'actualité, des problèmes de rétablissement de la peine de mort en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On va parler de tout ça. C'est une question de regard croisé, ce que les Océaniens veulent donner à voir d'eux-mêmes, le regard qu'on porte sur eux, que les réalisateurs portent sur eux aussi quand ils vont à leur rencontre, et les ethnologues et les anthropologues.
il y a des histoires aussi, et donc on va parler de deux films qu'on a vus, le premier qu'on a vu hier, le second qu'on verra tout à l'heure, Changdang, l'histoire d'une migration vietnamienne en Nouvelle-Calédonie, les essais nucléaires donc qui font partie de l'histoire, mais qui sont aussi en lien avec la colonisation et la décolonisation. Et puis enfin les enjeux politiques, économiques, puisqu'il y a aussi des réalités concrètes, cruelles, auxquelles on est confronté aujourd'hui. Je vais commencer donc par le regard, et je vais vous demander d'intervenir à tour de rôle par rapport au film que vous avez pu voir sur ces 2 jours, par rapport à vos propres expériences. Que peut-on dire aujourd'hui du regard qui est porté sur cette région du monde et de la façon dont les Papous de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Ni-Vanuatans au Vanuatu, les différents peuples d'Océanie se donnent à voir au monde et veulent donner au monde, partager avec le reste du monde. Je vais commencer par Christian Coffier. Nous voyons trop souvent encore dans les médias français une représentation un petit peu idyllique, comme vous venez de le dire, du Pacifique et particulièrement des Papous. On voit plus souvent des films des Papous emplumés, excusez-moi du terme, que des films qui traitent de leurs problèmes au quotidien, de leurs problèmes actuels. Et comment il y en a de très nombreux, il y a des problèmes de gros problèmes d'environnement, les problèmes de montée des eaux. Il y a eu quelques films qui ont été faits, quelques documentaires sur ce problème dans certaines îles où on constate effectivement que les eaux de la mer montent, et donc ce qui pose d'énormes problèmes sociaux, politiques, car les populations qui vont être chassées de ces terres ont besoin de pouvoir aller vivre autre part, et c'est pas si simple. Voilà, entre autres, il y a beaucoup. Mais sur le regard, précisément, sur le leur regard. propre regard, comment il se présente. Oui. Il y a eu un certain nombre de films faits par des réalisateurs papous. Fort heureusement, il y a une école à Goroka qui forme des réalisateurs papous. Je crois qu'un certain nombre de Français d'ailleurs ont participé à ces formations depuis une vingtaine d'années, et un certain nombre de films ont été faits. Nous pouvons constater que souvent c'est un autre regard, effectivement. Malheureusement, ces films ont été très très peu diffusés en France. Quel regard porte-t-il sur nous occidentaux? Je crois que vous avez une petite anecdote à raconter. On vous a un jour, hier, vous évoquiez une cérémonie où on vous a imité. Ah oui, là c'est pas au niveau d'un film. Hein. Oui. Non. Oui, c'était je pense que les gens du Pacifique ont très souvent beaucoup d'humour, que ce soit aussi bien les Polynésiens que les Mélanésiens, et qu'ils savent souvent se moquer avec avoir une certaine dérision sur nous, sur les Occidentaux qui venons les voir. Et là, dans ce cas, c'était lors d'une cérémonie que l'on appelle les Naven, et on a beaucoup écrit et polémiqué sur cette cérémonie où, en fait, les oncles maternels, lorsqu'ils veulent remercier leur neveu d'avoir fait un acte social d'importance, les hommes, donc l'oncle maternel se déguise en femme, son épouse se déguise en homme. Donc on a beaucoup écrit, les psychanalystes se sont penchés sur le problème et tout ça. Et bref, donc lors d'une de ces cérémonies qui mettait en scène tout le village où je travaille depuis plus de 30 ans, eh bien, j'ai vu apparaître un personnage qui me ressemblait tout à fait, et avec son petit carnet de notes, et son appareil photo, et tout ça. J'ai beaucoup apprécié, parce que c'était une manière leur manière à eux, justement, de me faire comprendre certaines choses. Et ça m'a permis de réfléchir sur moi-même, sur ma présence chez eux. Ça ne voulait pas du tout contester ma présence, hein, c'était pas ça qu'ils voulaient dire. Mais voilà, c'est effectivement. Quel regard avez-vous sur l'Océanie à partir des films que vous avez pu voir, justement, des films du FIFO? Eh bien, on s'aperçoit, en tout cas à travers le film sur la pêche, que les problèmes qui sont évoqués et la situation qui est évoquée, eh bien, est un peu semblable aux situations qui existent aujourd'hui dans les pays occidentaux.
situation économique, situation politique, mais qu'ils sont totalement exacerbés et que moi j'ai eu le sentiment, surtout en voyant ce film, je le disais tout à l'heure, qu'en fait nous sommes face à des gens et à un pays qui est utilisé comme autrefois, ou plutôt c'est un suivi de ce qu'étaient pour les pays occidentaux les colonies, mais j'allais dire de façon exacerbée, et qu'en même temps cette situation on la retrouve à une autre échelle, et bien dans notre propre société. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de montrer que c'est peut-être des pays lointains, mais qu'en fait tous les drames économiques et politiques auxquels on assiste dans nos propres pays, eh bien en fait ils ont une expression dans ces pays qui sont peut-être lointains, mais où les pays occidentaux savent les utiliser et savent profiter de leur richesse humaine, richesse en sous. C'est en ça que ce film a été spécialement, je veux dire, donner une vision. En fait, alors là, ils sont peut-être lointains, mais ils sont politiquement, économiquement, terriblement rapprochés, et même, je disais, socialement, car dans nos propres sociétés, nous avons aussi des communautés, des groupes qui sont exploités, comme le sont aussi les différentes communautés papoues. Hier, un Kanak présent dans la salle, au moment où on l'évoquait justement, la façon dont on présente sa culture aux autres, disait, nous, notre culture, on n'a pas à la présenter, on n'a pas à la montrer dans des cannibal tours ou des tiki villages. Ou quel regard est-ce que vous portez sur cet aspect-là des choses ? Ce qui me paraît important de dire pour répondre un petit peu à cette question et à l'interrogation plus générale sur le regard, c'est d'une part que je pense qu'il faut définitivement tourner la page de l'exotisme, c'est-à-dire ça fait des années, des décennies que notamment dans l'anthropologie, dans le film documentaire, etc., on se bat pour cesser de dire regardez comme ces gens autres sont tellement différents, ont tellement des rites étranges, sont dans une altérité infranchissable. On fait partie de la même humanité. Et ce que montrent la plupart des films qu'on a pu voir ici, c'est que précisément on est confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes enjeux, on est tous dans le même monde. Et s'il y a peut-être un phénomène croissant depuis plusieurs décennies, c'est l'augmentation précisément des communications. Enfin, je veux dire, les gens du Pacifique sont aussi branchés que nous, entre guillemets, voient les mêmes films, les mêmes productions, discutent des mêmes enjeux, etc. Et on peut pas faire comme si c'était les dernières peuplades primitives. Tiens, ça y est, on a... Parce que vous savez, régulièrement dans les médias surgit, tiens, on a découvert la dernière tribu qui n'avait jamais vu un homme blanc, qui a fui en nous voyant, qui a analysé... qui s'est penché sur nos chaussures, voilà. Alors cet exotisme primitif, il faut, à mon sens, vraiment tourner la page pour se pencher sur les vrais problèmes. Et donc ça se joue directement dans les regards qui se confrontent, que ce soit les regards produits par des gens extérieurs à l'Océanie qui viennent, que ce soit les regards des gens sur nous, et puis et entre eux, voilà. Donc Christine Bonnet, alors vous êtes co-réalisatrice du film Aux enfants de la bombe qu'on va voir tout à l'heure. Vous, ce qui vous intéresse aussi, c'est le côté humain de la chose, comment les gens ont vécu ça et comment ils ont vécu le rapport à une mère patrie qui exposait ses enfants. Alors ce regard-là justement à la puissance coloniale qui est la mère patrie, vous avez fait une enquête aussi bien en Algérie qu'en Polynésie. Comment est-ce que vous l'avez perçu ? Qu'est-ce qu'on vous a dit de ce regard-là porté l'un sur l'autre ? D'abord, c'est très difficile de faire de faire parler des gens. Plus fort. Plus fort, ça va être difficile. J'ai une petite voix. C'est très difficile de faire parler les populations, les vétérans. Sur ce sujet-là, il y a vraiment un non-dit pour plusieurs raisons. Les vétérans, ils sont partis la fleur au fusil, en étant persuadés de réaliser quelque chose de grand pour la France. Et les populations locales en ont, entre guillemets, on va dire, profité. C'est-à-dire, ça a apporté du travail, de l'argent. Donc aujourd'hui, que ce soit en Algérie ou en Polynésie, les gens se sentent coupables, pour la plupart. Donc, en Polynésie, on peut absolument pas en parler. Dès qu'on prononce le mot à l'hôtel, je me souviens. À l'hôtel, je me souviens, je parlais aux employés
Et elles m'ont demandé un jour qu'est-ce que je faisais là. Je leur ai dit, je fais un tournage, donc très bien, tout se passe bien. Et au moment où elles me posent la question sur quel sujet, et je réponds, c'est sur les essais nucléaires, c'est un mur. La personne se transforme elle tourne les talons et s'en va. Vous pouvez absolument pas en parler. Et bon, c'est compréhensible. Donc ils se sentent coupables, ils sont leurs enfants qui tombent malades quand même. C'est assez difficile et c'était ce côté-là qu'on a essayé le plus possible de montrer, que ce soit avec la veuve de Bernard Ista. Qui est donc le militaire qui a filmé les images d'archives que vous allez voir tout à l'heure. Voilà, exactement. Ou mais c'est pareil, elle critiquera pas le CEA parce que c'est pas son rôle déjà. Et en fait, ils ont été trahis tous. On va en parler, on va le développer un peu plus tout à l'heure. Olivier Paulet, vous n'avez justement pas filmé l'exotisme dans cet excellent documentaire sur l'exploitation outrancière des ressources halieutiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là-bas se joue quelque chose d'autre, qui est une violence qui est en train de monter à cause d'une injustice, à cause d'une exploitation flagrante. Quel message est-ce que ces Papous qui sont en train de se battre aujourd'hui veulent-ils délivrer au reste du monde et à ceux qui les exploitent peut-être? On en a parlé un tout petit peu ce matin. Évidemment, il y a énormément de résistance, et c'est à la fin du film, il y a un des personnages qui dit que c'est là où l'espoir, s'il y a de l'espoir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est parce qu'il y a une certaine résilience et qu'il y a quand même une forme de protestation qui existe. Malheureusement, la société est tellement fragmentée qu'avoir une voix commune, c'est-à-dire avoir des tribus qui historiquement ont été séparées avec 850 langues, avec plus de 800 groupes socioculturels qui ont une difficulté à s'entendre sur des sujets communs. Ça, quand on amène des énormes projets de développement comme sont les projets tonniers ou les projets d'exploitation forestière ou les projets miniers, c'est explosif. Et je pense que, enfin, pour reparler un tout petit peu du regard, c'est essentiel de se dégager de l'exotisme. Moi, tout de suite, j'avais des images exotiques, je les ai mis de côté complètement parce que ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Je pense que nous, en tant que réalisateurs, notre rôle est d'aller chercher l'histoire humaine et ainsi que les enjeux, d'essayer au mieux possible d'expliquer les enjeux socio-économiques et humains, parce que derrière chaque crise environnementale, je crois qu'il y a d'énormes histoires humaines et de vraies conséquences au bout. Et ensuite, au niveau des villages, bon, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils ont un besoin de parler. Je crois qu'il y a une des grandes, de ce que moi je retiens de ce film-là, c'est le fait que pendant pratiquement une dizaine d'années, depuis l'arrivée des premières entreprises étrangères qui sont venues exploiter les ressources tonnières, puis s'installer et créer leurs entreprises, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Il y a un pouvoir centralisé qui est à Port Moresby, qui ne communique même pas avec les pouvoirs locaux que l'on peut trouver dans les régions de Madeng ou dans d'autres régions. Cette communication politique n'existe pas. Bon, il y a tous les problèmes en plus de ça de corruption directe où l'argent tout simplement disparaît, où la moitié du budget du gouvernement disparaît dans la corruption. Et ensuite, il n'y a pas de communication entre les représentants du gouvernement et les villages parce que il faut physiquement pouvoir s'y rendre. Et c'est vrai que c'est une démarche à avoir. Et ensuite, c'est-à-dire si on regarde tout ce grand projet, bon, moi je peux parler du projet tonnier, où on parle de créer une zone économique spéciale avec 10 entreprises, alors tonnières ou pas, parce qu'il va peut-être y avoir également l'exportation de chromite. En fait, c'est un minerai assez dangereux qui va aussi passer par le port. On se rend compte qu'il y a vraiment une obsession pour les chiffres. Les chiffres ici qu'on a ici en Europe par rapport à la Commission européenne qui dira c'est un projet formidable parce que ces gens-là ne travaillent pas, sont sans emploi, donc on va créer 57 000 boulots pour vraiment aider et les sortir de la pauvreté. Et ça, c'est un mensonge à dénoncer parce que c'est au contraire un mécanisme de pauvreté qu'on est en train de mettre en place là-bas. Et il y a effectivement de grosses responsabilités, je pense, de l'Union européenne et des grands groupes mondiaux. Ça, et en tant que réalisateur, je crois que
c'est important d'essayer de donner la parole à ces gens-là, parce qu'on entend toujours également dans un journalisme classique, on cherche toujours à avoir des experts, à avoir des grandes sources, mais d'entendre aussi les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'éducation, mais qui savent très bien ce qui se passe sur leur terre. Et c'est à mon petit niveau ce que j'ai essayé de faire avec le film. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la migration, des migrations en Océanie, et puis ensuite de ce que ça, de l'évolution de certains pays de l'Océanie? Pour éclaircir la situation générale du Pacifique, de ce que je connais un petit peu, il y a différentes situations qui coexistent dans le Pacifique. Il y a d'anciennes colonies de peuplement, qui ont été donc des colonies ayant vocation à accueillir de nombreux colons, à créer des nouvelles sociétés occidentales locales, etc. Donc il y a quelques colonies de peuplement que sont principalement Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Hawaï. Fidji a un statut un peu particulier parce que ce ne sont pas des Européens qui sont allés s'installer, c'est des Indiens. Mais dans ces situations-là, le peuple autochtone s'est vu soumis à une colonisation de peuplement qui a conduit à sa minorisation, qui a conduit aux spoliations foncières, parce que si vous créez une nouvelle société locale, il faut faire de la place pour les blancs, pour planter du blanc, il faut repousser les gens, les mettre dans des réserves, etc. Donc il y a ces problématiques-là qui se jouent, et ce sont dans ces pays-là, l'évolution du lien, dans ces pays-là, la problématique de la colonisation ou de la décolonisation, elle est à la fois dans le lien avec la métropole, mais elle est aussi, donc c'est un lien politique entre les territoires, mais elle est aussi dans le lien social entre les populations à l'intérieur du pays. Donc l'émancipation de l'Australie vis-à-vis de l'Angleterre ne résout pas la question aborigène en tant que telle. Et donc dans ces situations-là, effectivement, se pose la question de comment on sort ensemble du colonial quand on habite dans le même pays, etc. D'où, en Nouvelle-Calédonie, notamment, au terme des événements violents des années 80, des revendications foncières, etc., politiques, la revendication pour l'indépendance, plusieurs compromis politiques aboutissent aujourd'hui à ce processus qu'on appelle le projet de destin commun, qui consiste à dépasser le colonial en construisant ensemble une citoyenneté. Mais en Australie, la reconnaissance des droits fonciers aborigènes, les excuses officielles du gouvernement, tout ça a contribué aussi à tenter de renouer refonder le lien social. En Nouvelle-Zélande, la reconnaissance des spoliations foncières et du traité de Waitangi, le biculturalisme officiel de l'État, etc., etc., etc. À côté de ces problématiques-là très spécifiques et qui évoquent plutôt, disons, le colonialisme qu'a connu les Amériques, notamment, l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, puis l'Amérique latine. À côté de ça, vous avez des États qui ont acquis leur indépendance de façon relativement, je dis bien pacifique, parce qu'il y a eu des heurts, il y a eu des violences, etc. Entre 1962, c'était le premier, Samoa, jusqu'en 1980, le Vanuatu. Dans ces pays-là, qui n'étaient pas des colonies de peuplement stricto sensu, la problématique est différente, mais les problématiques de peuplement sont beaucoup des questions de migration à la ville. Alors il y a est-ce que je me rappelle? Si, on le voit un petit peu, à vrai dire, dans les cas du Pacifique, mais enfin, donc des problèmes de bidonville, des problèmes qui se posent à Port Moresby, etc. Et puis de migration également entre États. Vous savez que par exemple, alors on connaît peut-être plus cet exemple. Il y a plus de Wallisiens-Futuna aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie qu'à Wallis et Futuna. Il y a plus de Samoans en Nouvelle-Zélande et en Californie qu'à Samoa, etc. À ceci s'ajoutent les risques climatiques, le fait qu'on pense déjà aux réfugiés climatiques. Cette nouvelle catégorie internationale est en train d'être construite notamment pour les habitants de Tuvalu qui vont tous être transplantés en Nouvelle-Zélande. Donc on est dans des histoires de migration qui conduisent à repenser complètement ce que ça veut dire qu'être souverain dans un État ou être souverain par des droits divers qui ne sont pas ceux d'un État souverain, des droits autochtones dans tel pays, et quid des migrants, et voilà. Donc c'est très complexe. Les pays comme la Polynésie, qui vient d'être réinscrite sur la liste des pays non autonomes à décoloniser, cette liste-là est portée par des puissances qui ont des intérêts politiques par des pays. Il y a un jeu d'intérêts politiques entre ceux qui sont porteurs de ces listes, les grandes puissances coloniales, entre guillemets,
Et justement, il y a peut-être quelque chose à expliquer là sur... Le comité spécial pour la décolonisation a effectivement réinscrit il y a quelques jours la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser, qui contient donc 17 territoires non autonomes. La Nouvelle-Calédonie avait déjà été réinscrite en 1986 suite à l'activisme diplomatique du Front de Libération Nationale kanak et socialiste. À côté de ça, il y a des territoires, je crois 10 territoires qui sont sous souveraineté britannique, quelques-uns sous souveraineté américaine et d'autres néo-zélandaises. Ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart de ces territoires sont dans le Pacifique. C'est dans le Pacifique et dans les Caraïbes. Mais dans le Pacifique, vous avez Pitcairn, qui est cet îlot des descendants du Bounty. Vous savez toute l'histoire là de Fletcher et compagnie, qui est donc sous souveraineté britannique, où ils sont 100 habitants à tout casser. Vous avez Tokelau, qui est un cas assez intéressant, parce que c'est un archipel qui était une ancienne colonie sous tutelle néo-zélandaise. Les référendums d'autodétermination ont été menés. À chaque fois, la réponse a été non, on veut rester néo-zélandais. Mais l'ONU a dit, bah oui, mais donc vous voulez rester colonisé. Voilà. Et donc, il reste inscrit et ça coince un peu. Faut savoir que donc, que vous dire d'autre? Oui, deux choses. Donc vous avez Guam aussi, qui est un territoire américain, mais qui est une base américaine centrale. Donc les Américains n'ont aucune envie de lâcher l'affaire sur ce point-là. L'ONU reconnaît 3 stades de décolonisation d'un territoire, soit par l'indépendance, soit par l'intégration dans l'État ex-colonial. La départementalisation, d'une certaine façon. La départementalisation. La départementalisation dans le cas des Antilles ou de Mayotte récemment, par exemple, hein, mais aussi le statut de Tom, c'est-à-dire que Wallis et Futuna, par exemple, a pas demandé de décolonisation en dehors de la République, considère qu'il n'y a pas de problème de décolonisation. En tout cas, la majorité, il n'y a jamais eu de discours sur ça. Et en Polynésie, comme en Nouvelle-Calédonie, il y a des forces politiques contradictoires, certains demandant l'indépendance à la décolonisation et d'autres disant non, on est sorti du colonial par la citoyenneté française, la République nous protège, il n'y a aucun problème. Bon. À côté de ça, à côté de tout ce débat sur la décolonisation est construit autour de l'idée que décoloniser, ça veut dire avoir l'indépendance, ça veut dire construire un État souverain, un État-nation souverain. C'est-à-dire la souveraineté s'exprime dans un État, dans la structure. Donc, avec l'idéologie de l'État-nation, c'est un territoire, correspond à un peuple, correspond à un État. Dans les situations d'extrême minorisation, comme c'est le cas pour les aborigènes qui sont 4% de la population, les mouvements aborigènes ont rapidement dit bon, nous de fait on est tellement minorisé qu'on ne pourra jamais avoir un État indépendant à l'intérieur de cette île. Et donc on revendique notre souveraineté en tant que peuple, pas par la création d'un État, mais par d'autres dispositifs. Ces autres dispositifs, ce sont des droits collectifs qui sont les droits d'un peuple souverain, mais qui s'expriment à l'intérieur d'un État par des dispositifs particuliers d'accès à la terre, de place dans l'administration, etc. Alors tout ce registre des droits autochtones est un registre politique bâti à l'ONU, distinct de la décolonisation. Vous avez le comité spécial de la décolonisation d'une part, et vous avez l'instance permanente sur les questions autochtones d'autre part. Et donc alors le Pacifique se trouve à la croisée de ces deux registres de décolonisation. À Hawaï, on coexiste ces deux registres, en Nouvelle-Calédonie aussi coexistent ces deux registres, en Nouvelle-Zélande, etc. Voilà. Si lors du référendum c'est voté et donc que la Nouvelle-Calédonie est indépendante, est-ce que le vivre ensemble englobe toutes les communautés, ou est-ce qu'on est quand même dans quelque chose de binaire, kanak, caldoche? L'accord de Nouméa a créé la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Le destin commun, il concerne les citoyens de la Nouvelle-Calédonie, quelle que soit leur communauté, quelles que soient leurs origines. Et la vraie frontière, elle passe entre les citoyens de la Nouvelle-Calédonie et les non-citoyens de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire, à l'intérieur du corps des citoyens français, vous avez une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Cette citoyenneté, la délimitation de qui en est et qui n'en est pas, ça a été tout l'objet des luttes pendant 30 ans. C'est-à-dire, au départ, le peuple kanak a dit « c'est nous, en tant que peuple colonisé, qui sommes les seuls à pouvoir prétendre à ce droit à l'autodétermination ». Et puis après, au gré des affrontements, au gré des tensions, etc., cette définition, elle a été élargie d'abord à ce qui a été appelé en 83 les victimes de l'histoire, c'est-à-dire les descendants des bagnards
dont on s'est dit, bah, eux, ils n'ont pas choisi d'être ici, les descendants, voilà, des gens, mais alors des gens qui étaient là depuis 3 générations, puis 2, puis 1, puis etc. Et ça a été peu à peu élargi, et le débat a beaucoup porté sur ça. Au final, ce qui a été inscrit dans la loi et dans la Constitution au terme de tous ces débats, c'est que le corps des citoyens de la Nouvelle-Calédonie englobe tous les citoyens français présents en Nouvelle-Calédonie avant 1999, enfin avant le 8 novembre 1998, et qui justifient de 10 années de résidence. C'est-à-dire qu'un citoyen français lambda qui est allé s'installer en Calédonie en 95 est devenu citoyen calédonien depuis 2005. Un citoyen français arrivé en 98 est devenu citoyen calédonien en 2008, mais quelqu'un arrivé en 99 n'est pas devenu citoyen en 2009. Donc c'est une limitation du corps électoral. Les non-citoyens sont exclus du corps électoral pour les élections locales. Ils sont exclus des dispositifs de ce qu'on appelle l'emploi local, de préférence à l'emploi. Et c'est à l'intérieur de ce corps des citoyens que se joue le destin commun. Alors à l'intérieur du corps des citoyens, l'accord de Nouméa, par ailleurs, reconnaît le peuple kanak en tant que peuple, distinct du peuple, enfin le mot peuple, dont on sait qu'il a une forte portée en droit international, est assumé pour le peuple kanak, et à côté de ça, des communautés. Et donc là, il y a toute la variété des communautés. Mais tout ça, ce qui compte, c'est la citoyenneté. Gel des listes électorales dont on parle également actuellement en Polynésie. Alors vous devez tous vous demander pourquoi est-ce qu'on part sur la colonisation, la décolonisation. C'est parce que c'est en filigrane dans les films, notamment dans Aux enfants de la bombe qu'on va voir tout à l'heure, que ça fait partie aussi des enjeux actuels et notamment des enjeux économiques. Et là on va revenir peut-être sur l'exploitation des ressources halieutiques et marines, les zones économiques industrielles. La France par exemple veut étendre la zone économique d'exploitation économique en Polynésie, donc ça veut dire étendre le territoire. On sait aujourd'hui que une bonne partie des richesses de ce qu'on appelle les terres rares et qui vont apparemment être un enjeu économique dans les années à venir et qui se trouvent, les terres rares, on parle aussi de nodules polymétalliques, ce sont des minerais qui sont présents dans les grandes profondeurs et qui sont beaucoup utilisés pour les nouvelles technologies. Et dont l'exploitation va être un enjeu demain. Et les armes. Et les armes, oui, exactement. Merci de la précision. Et voilà, on sait qu'il y a une grande richesse de ces terres rares en Océanie et que notamment les puissances administrantes, on va dire, la France par exemple pour la Polynésie ou alors en Nouvelle-Calédonie, ça se posera peut-être, mais il y a déjà des ressources, il y a déjà le nickel. En tous les cas, l'intérêt que peuvent avoir certaines puissances de garder une main mise sur ces territoires-là, c'est aussi pour ces ressources-là, c'est aussi pour l'exploitation des ressources halieutiques. Donc, il y a encore aujourd'hui en Océanie des intérêts économiques. Qui veut intervenir sur le sujet? Je pourrais d'ailleurs encore une fois évoquer le cas de la Nouvelle-Calédonie, où précisément à côté j'ai parlé de la délimitation de qui en est, qui n'en est pas, un autre lieu essentiel du combat mené par les Kanaks pour la décolonisation, c'est de contrôler l'exploitation des ressources de nickel, puisque la Calédonie regorge à peu près un quart des ressources mondiales connues de nickel. Et pendant toute la période coloniale, ce nickel a été exploité par la société Le Nickel, qui maintenant est une société filiale d'un groupe de Public Eramet contrôlé en majorité par l'État français. Donc il y a eu une longue histoire de l'exploitation sans vergogne des ressources minières de la Calédonie depuis la fin du 19e siècle. Et un des grands combats depuis les accords de Matignon du FNKS, c'est d'abord de se lancer dans le secteur minier, ce qu'ils ont fait avec un grand succès par la Société minière du Sud-Pacifique en partant de rien en 1990 et en devenant maintenant un des acteurs incontournables du secteur. Et puis surtout en disant, à la place d'exporter le minerai brut dans des usines de transformation du nickel qui se trouvent ailleurs, en Asie, en Europe, tentons de construire une usine de transformation du nickel sur place, contrôlée par nous, dont les bénéfices, les dividendes, etc. seront reversés dans la caisse publique, histoire de financer l'indépendance, avec cette idée qui était dit déjà par Tibao et qui a été repris par les leaders du FNKS, disant ça sert à rien de sortir par la grande porte de l'indépendance pour revenir mendier par la fenêtre.
Donc il y a eu un long combat épique depuis les années 90 pour faire émerger cette usine en province Nord, qui est la province une des provinces dirigées par le FLNKS, pour faire contrepoids à la ville de Nouméa, qui est le fief, etc., urbain, blanc, loyaliste. Et cette usine, il y a eu la première coulée il y a quelques semaines. Et autour de cette usine, il y a une urbanisation de la zone de Koné, etc. Donc voilà. Et de ce point de vue-là, comme souvent quand on parle de l'Océanie, etc., la Nouvelle-Calédonie, c'est jamais aussi clair que partout ailleurs. C'est-à-dire que l'exploitation des ressources, le capitalisme industriel, etc., qui peut prendre des formes ultra violentes, comme on le voit très bien dans le film Canning Paradise. Alors en Nouvelle-Calédonie, c'est le cas, mais pas tout à fait, parce qu'en même temps, les Kanaks sont rentrés tout à fait dans l'économie en essayant de se réapproprier ces outils de développement, d'industrie à leur profit. Et c'est un des grands combats menés actuellement voilà. Et vous avez d'ailleurs, de façon très c'est presque exemplaire, c'est un cas limite. Autant vous avez cette usine dans le nord qui se construit, portée par le FLNKS dans un projet politique d'émancipation, etc. Et puis dans le sud, vous avez une usine qui a été construite avec le soutien de la province sud, et notamment pour faire contrepoids à cette usine des Kanaks, entre guillemets, qui alors pour le coup s'est implantée sans consultation des populations locales, avec des problèmes environnementaux sans cesse. Et du coup là, les gens ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc vous avez presque la coexistence au sein d'un même pays de deux types en tout cas vous avez deux rapports à l'industrialisation, au développement. On sait qu'on est aujourd'hui dans une situation où il y a des grandes crises environnementales, particulièrement halieutiques, où c'est un gros problème mondial. Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'est que se passe-t-il, quelles sont les dynamiques économiques lorsque l'on a une raréfaction de la ressource. Et on se retrouve avec véritablement des blocs qui circulent et qui, au lieu d'aller exploiter, par exemple, l'histoire dans Canning Paradise, c'est l'arrivée des entreprises philippines ou du sud-est asiatique, Taïwan, la Chine aujourd'hui, qui se met à pêcher également énormément. Et on se rend compte, par exemple, avec les Philippines, que ils ont complètement surpêché leurs océans. Il n'y a plus rien aux Philippines. Il y a une énorme crise tonnière aujourd'hui où, que ce soit les pêcheurs traditionnels qui n'ont plus accès aux poissons parce qu'ils étaient directement en compétition avec les gros groupes industriels, et ce sont ces mêmes groupes aujourd'hui qui se déplacent et arrivent en Papouasie, et ce seront sûrement ces mêmes groupes demain avec le réchauffement climatique et l'émigration des ressources, puisqu'on sait que les ressources tonnières, par exemple Papou, pourquoi est-ce qu'on doit aller très vite aujourd'hui, et pourquoi est-ce que le gouvernement et les Chinois et les Philippins veulent absolument ouvrir ça maintenant? C'est parce qu'ils savent que tout ça va se déplacer vers l'Est avec le réchauffement climatique. Et tout ça, ce sont des enjeux qui vont ressurgir d'ici 20 ans. Aujourd'hui, on parle peut-être de la Papouasie. Demain, on parlera peut-être de la Nouvelle-Calédonie, de Fidji, et avec exactement la même histoire. Et c'était vraiment ces dynamiques-là qui m'intéressaient, en me disant, tiens, ok, bon, donc on a ces grands groupes industriels qui viennent du sud-est asiatique. Comment vont-ils faire pour pouvoir s'implémenter dans une culture qui est très différente et où même la notion de propriété privée n'existe pas. Et au fur et à mesure, et ça, bon, c'est l'histoire de beaucoup de pays pacifiques, des histoires très similaires. Enfin bon, voilà. Le point commun avec les essais nucléaires, c'est que dans les deux cas, on dit aux populations que c'est pour leur bien. Oui, on dit toujours, c'est l'unique, enfin c'est la première raison. Après, aujourd'hui encore, enfin il y a la réhabilitation de AO qui est en train de se produire. On fait travailler. On va peut-être expliquer pour les personnes qui ne savent pas. La réhabilitation de AO, c'est un atoll où pendant je ne sais plus combien, 30 ans, je pense. Il y a eu tous les avions qui ont traversé les nuages radioactifs. Tout le matériel militaire utilisé était nettoyé sur cet atoll. Donc, autrement dit, il est contaminé, c'est sûr. Et donc, aujourd'hui, on réhabilite AO avec un discours... ça va procurer du travail, ça va vous rapporter un peu d'argent, et c'est en sécurité. On n'a pas fait suffisamment de tests dans les sous-sols pour affirmer ce genre de choses. Donc en fait, c'est sans fin. Ça continue toujours.
Ça n'a pas vraiment changé, malheureusement. Aliette, vous vouliez dire quelque chose? Ce que je trouvais d'intéressant là, dans les deux exemples, entre la différence entre la Papouasie et puis la Nouvelle-Calédonie, par vos propos, vous évoquez un problème qui est le problème important dans ce qu'on appelle le développement. C'est en fait, et aussi lié à ce que on peut appeler donc ce qui était la colonisation et cette colonisation-là, c'est en fait justement que les propriétaires des ressources naturelles, on ne leur a pas donné, on leur a jamais permis, mais il y a une différence puisque en Calédonie, vous donnez l'autre exemple, où les gens, on ne leur a jamais donné les moyens à eux d'exploiter, on leur a pas donné les moyens, les outils, l'apprentissage, l'éducation pour exploiter. Et c'était toutes les discussions qu'il y avait autrefois sur justement ces politiques de développement. Les politiques de développement sont dénoncées depuis longtemps, même si on les a poursuivies sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'on apporte des outils modernes. Mais l'outil, c'est pas lui qui fait ni le métier, ni rien du tout. Un outil, c'est un outil. On sait très bien que c'est pas la faute de l'outil pour quoi que ce soit. En fait, ce qu'il fallait, c'est donner effectivement la connaissance pour utiliser les choses et pour pouvoir pratiquer l'exploitation. Et en fait, c'est ça, les développements auxquels on assiste, en tout cas en Nouvelle-Guinée. Alors en Nouvelle-Calédonie, vous nous donnez un autre exemple, qui est où les Kanaks ont eu, mais pour quelles raisons? C'est pour des raisons aussi historiques, politiques, qui se sont pris complètement, j'allais dire, en charge pour pouvoir se libérer du pouvoir colonial, et où il y a eu tous ces drames pour la libération, en fait, du peuple kanak. Et de ce fait, en prenant des outils politiques, ils ont voulu, ils se sont donné les moyens d'apprendre, en fait, disons, les métiers pour pouvoir installer une entreprise d'exploitation, en fait, du nickel. Pour ce qui est de la pêche, c'est en fait beaucoup plus compliqué. Et quand vous disiez tout à l'heure que vous auriez pu faire sur la forêt, etc., en même temps, l'intérêt de votre film, c'est de montrer que pour ce qui est de l'exploitation des ressources halieutiques, là, il y a des différences avec celles à la terre, parce qu'en fait, il n'y a pas de territoire. Les territoires, ils sont en fait, la mer, elle est d'abord, il y a les zones internationales, et puis après, les pouvoirs politiques, ils font ce qu'ils veulent avec leurs zones économiques, ils vont en décider, et en fait, là, elles sont déjà, c'est un bien qui entre dans les entreprises privées, et qui fait que, en fait, et elle n'appartient pas vraiment. C'est-à-dire que les populations, elles n'ont qu'un droit d'usage sur la mer. Mais, et en même temps, les outils de développement pour la pêche. C'est pour ça que je rapprochais les situations en disant, pour finir, la Papouasie, c'est pas si loin. Parce que l'outil, j'allais dire, d'indépendance pour un pêcheur, on croit toujours que de posséder ces outils, ça va vous donner la liberté de travail, etc. Il faut posséder ces outils de travail. Eh bien, à la pêche, c'était quelque chose de bien particulier. Un des outils de travail que ne possèdent jamais les pêcheurs, et pas plus les nôtres, encore moins vers la Papouasie, eh bien, c'est le commerce. En fait, c'est ça, c'est la vente. Et il y a toujours eu une séparation entre les deux activités, qui est la vente du poisson et la production du poisson. Le pêcheur, on va dire, mais il est indépendant, c'est un artisan. C'est comme ça qu'on a pu massacrer la pêche en France. Ce sont des artisans, on s'en fiche, ils vendent leurs bateaux. Qui se suicident, on s'en fiche. Mais donc, on a réduit la flottille. C'est une flottille principalement artisanale. Pêche industrielle, c'est les armements privés, c'était autre chose. Mais donc, ils sont indépendants, ils ont leurs outils de travail, donc ils sont indépendants. Mais non, parmi les outils de travail, eh bien, c'est la commercialisation, puisque la valeur marchande du poisson, elle est donnée par la vente, elle n'est pas donnée par la production. Et donc, c'est ça aussi le développement, en fait, c'est pouvoir, et c'est bien la colonisation, et c'est bien fait comme ça, on n'a jamais donné, on n'a jamais appris aux gens à exploiter leurs propres ressources, on les a maintenus. Moi, je l'ai étudié, enfin, je l'ai vu, et encore aujourd'hui, eh bien, dans une colonie qui est bien particulière, qui est probablement une des seules qui a jamais demandé son indépendance, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Où la situation, elle ressemble, en fait, mais où ils ont été exploités exactement de la même façon, mais eux, ils n'ont jamais demandé leur indépendance. Pour faire un pont, à nouveau, entre les essais nucléaires et l'exploitation des ressources halieutiques, tout à l'heure, vous évoquiez quelque chose de très intéressant. J'aimerais bien qu'on le développe un petit peu sur comment les grandes entreprises étudient les sociétés
pour les faire consommer plus, pour pouvoir faire tourner la machine. Pour les essais nucléaires, on a fait intervenir des psychiatres aussi, l'OMS, pour expliquer que les gens qui s'opposaient à l'idée de progrès et au progrès nucléaire étaient plus ou moins frappés de pathologie, ou en tous les cas la façon dont on a pu dont on a réfléchi à faire en sorte qu'il y ait une inconscience collective du risque des essais nucléaires. J'ai l'impression que dans les deux cas, il y a des grandes entreprises qui sont à l'œuvre finalement pour faire gober à la population, ou pour faire aller la population dans le sens dans lequel on veut qu'elle aille. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Si effectivement aujourd'hui c'est si important d'exploiter le thon en Papouasie et en Nouvelle-Guinée, eh bien c'est parce que ce thon, en fait, les gens y consomment eux ce qu'ils pêchaient localement. Il n'y avait pas uniquement le thon, enfin une des espèces du thon, il y avait bien d'autres espèces. Et eux, ils n'avaient pas, au point de vue de la consommation locale, ils n'avaient pas besoin, je veux dire, d'une telle production, sauf si on avait pu leur donner les outils de le transformer eux-mêmes et de le commercialiser eux-mêmes, ce dont on parlait tout à l'heure, que je vous disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les grandes entreprises, elles sont toutes liées, puisqu'on parle de l'agroalimentaire international, des grandes chaînes, et puis aussi des fonds bancaires, etc., américains. Et donc en France, eh bien, on a développé la consommation, on a fait croire il fallait développer ce secteur économique qui est la vente des produits marins et principalement du poisson. Parce qu'en fait, c'était un secteur qui allait devenir profitable, rentable pour ces grandes entreprises. Et c'est une vaste chaîne économique et politique, il ne faut jamais oublier les dimensions politiques, qui est essentielle. Et effectivement, les Français, j'allais dire en grande partie maintenant, consomment du poisson. Une partie des Français consomment du poisson en étant persuadés que c'était très bon, que c'est très bon pour leur santé. Et on a entraîné tout un lobby quasiment Alors maintenant, c'est lié, c'est une manipulation. Il y a une deuxième manipulation, celle qu'évoquait quelqu'un ce matin, qui était en fait que consommer, et consommer que les poissons qui sont labellisés. On va pas se lancer dans le problème des labellisations, mais il faut pas consommer justement des poissons qui ne sont pas produits selon le respect de la biodiversité et durable, etc., etc. Sauf que la labellisation des produits marins, c'est aussi un vaste commerce. Et c'est très très cher d'acheter une labellisation, mais ça s'achète. Ce sont des grandes sociétés qui labellisent, en tout cas un des plus grands labels, SNC, que je ne vais pas vous traduire. Eh bien, c'est aussi un vaste commerce. Et aujourd'hui, les grandes entreprises, il y a eu des travaux qui viennent d'être faits sur justement l'usage des labellisations, on va dire entre guillemets, pour rien préciser, écologiques, par les sociétés capitalistes, les grandes entreprises capitalistes. C'est devenu, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure ce matin, c'est qu'autrefois, on exploitait les gens, je parle de mes pêcheurs, mettons des pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, on les exploitait à mort, mais en échange, il y avait 2 sociétés de bonnes œuvres, effectivement, pour faire la charité. Et donc, c'est une nouvelle forme de compenser, au niveau en tout cas d'un grand public, et c'est une forme de manipulation aujourd'hui du public, qui est le public de consommateurs. D'une part, ils vont manger du poisson pour leur santé, mais que certaines espèces, sauf que, comme je disais à la dame ce matin, ce que vous mangez, vous ne connaissez absolument pas leur origine. Et par exemple, vous avez des poissons qui font le tour du monde. Nous avons une collègue qui travaille en Islande. Eh bien, le poisson islandais est une partie du poisson islandais est vendue en Chine, laquelle Chine transforme ce poisson parce que la main-d'œuvre est pas chère, et vous le recevez ici comme poisson d'origine islandaise. Pour les essais nucléaires, donc, il y a aussi eu manipulation. On leur disait tout le temps qu'il n'y avait aucun risque, qu'il n'y avait pas de souci, qu'effectivement, il y avait zéro problème. Et donc, c'est du mensonge, là, c'est carrément du mensonge. Il faut faire attention, donc, quand on mange du poisson, qu'on soit ici ou là-bas, finalement. On passe dans les lagons et puis après, on ne sait pas où ils vont.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les enjeux, et notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur les enjeux, justement, ces intérêts économiques qu'il faut défendre à tout prix. Christian Coiffier, tout à l'heure, vous faisiez le parallèle entre le rétablissement de la peine de mort en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'on a appris. Alors, raison d'État ? Je constate seulement, c'est une étrange coïncidence, que ce soit au moment où on perçoit qu'il va y avoir des luttes sociales très fortes et peut-être très violentes, que l'on ravive cette loi. C'est une constatation. C'est une loi qui pourrait être utilisée contre les personnes qui s'opposent justement à l'exploitation de leurs ressources. À partir du moment où... Excusez-moi. À partir du moment où cette loi, publiquement, il est dit que c'est pour lutter contre la sorcellerie. Il est vrai qu'actuellement, il y a eu un certain nombre de faits graves où des personnes, des femmes particulièrement, ont été enterrées vivantes ou brûlées vivantes pour faits de sorcellerie. Elles sont accusées d'avoir provoqué la mort de différentes personnes. Mais je crains que la sorcellerie, eh bien, on puisse transformer des activistes politiques en sorciers, et donc ils auront droit à la peine de mort, comme ça, c'est très facile. Ou pour obstruction à l'intérêt de l'État. Je crois que ça fait partie des cas où la peine de mort est appliquée. Est-ce que vous avez eu vent de ça récemment, vous ? Non. Moi, j'ai pas réfléchi. Enfin, j'étais au courant, si vous voulez, de tous les problèmes de sorcellerie et du fait qu'ils aient réimplémenté l'application de la peine de mort. Non, je sais que c'est. Non, là, je peux pas me prononcer. Je préfère ne. Je pense aussi que le gouvernement n'a aucun intérêt à faire ce genre de choses. S'il commence à s'attaquer à des groupes et à tuer directement des groupes, même si c'est déjà fait indirectement par certaines firmes de sécurité privée qui protègent par exemple des grands groupes miniers, ça arrive assez souvent. Je pense que le faire directement de manière officielle, c'est peut-être pas forcément ce qu'ils ont de mieux à faire s'ils veulent ne pas se retrouver devant pour le coup une situation vraiment explosive. Mais après, je sais pas. C'est mon interprétation. Mais bon. Quels sont, selon vous, les enjeux qui seront importants et qui seront au cœur de ces territoires ? Christian Coiffier ? Les populations locales ne se laissent quand même... réagissent, donc il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. De l'espoir par rapport à l'exploitation outrancière. Non, je dis au fait que les gens, un certain nombre de personnes se rendent compte de la situation, qu'ils sont en train de se faire spolier et d'être spoliés, que leur territoire est en train de leur être retiré, et donc à partir du moment où il y a cette prise de conscience, je pense qu'on peut avoir de l'espoir. Tout à l'heure, M. Paulet disait qu'il avait espoir en la parole des scientifiques, qu'il espérait que les scientifiques qui avaient en fait reconnu, ou en tout cas avec d'autres, que les zones maritimes autour de la Papouasie étaient des zones maritimes assez extraordinaires, car réunissant une biodiversité très grande et surtout probablement certaines espèces fort anciennes qui existaient encore, et donc des scientifiques, dont certains du muséum, ont étudié effectivement cette zone marine, et donc il fallait avoir confiance dans les scientifiques. Je sais pas si c'est... Je suis moi-même scientifique, et je ne sais pas si on peut avoir confiance. Le problème, c'est que je considère qu'à l'heure actuelle, malheureusement, la parole des scientifiques n'est pas très entendue. On le voit par exemple justement pour la défense de cette biodiversité marine. Je ne parle pas spécialement de la Papouasie, mais plutôt de l'Union européenne. Et surtout que si cette parole des scientifiques peut être effectivement vous faire espérer quelque chose, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus grande, beaucoup plus nombreuse. Car à l'heure actuelle,
En fait, on parle beaucoup de la biodiversité, de défendre la biodiversité marine, mais un constat qui est fait par les scientifiques, c'est que justement, elle n'est pas connue et qu'on ne la connaît pas assez. Et que si nous voulons que la parole des scientifiques, qui doit être une parole effectivement qui prend en compte, je veux dire, tous les aspects en fait de l'usage qui est fait de cette biodiversité, eh bien, il faudrait qu'elle puisse être développée, beaucoup plus forte, écoutée. Et disons que je mets un espoir là, mais parce que c'est elle, effectivement, les scientifiques, en tout cas pour ce qui est du maritime, ont toujours travaillé avec les populations et de pêcheurs. Et donc ils ont écouté effectivement les pêcheurs et ont toujours travaillé avec les pêcheurs eux-mêmes, même si ils les écoutaient pour certains pas assez, parce que justement la connaissance des fonds marins a d'abord été connue par les marins pêcheurs eux-mêmes, puisque ce sont eux qui l'ont exploité en premier et qu'elle n'est pas visible. Et donc ce lien entre profession et parole des scientifiques, elle est grande, elle peut être grande, mais il faut absolument qu'elle soit développée. Et puis en même temps, parce que les pêcheurs se sentent souvent soutenus par les scientifiques, je parle plus de notre pays que de la Papouasie, bien entendu, que je ne connais pas. Benoît Trépied, quels sont selon vous les enjeux demain en Océanie? Et quel sera le visage de l'Océanie? On pose des questions larges. Hein. Oui, rendez-vous. Mais vous êtes excellent dans les réponses. Vous savez très bien cibler ensuite. Je n'ai pas la moindre idée du visage que prendra l'avenir. Ce que je pense simplement à l'aune à la fois de ce qu'est le FIFO, de ce qu'on a vu dans différents films et de ce dont on peut discuter, c'est que cette région du monde a des paroles, des discours à échanger, et il faut que puissent continuer à exister des débats, et en particulier des débats critiques, parce que ce sont aussi des petites sociétés insulaires où quand il y a des conflits entre personnes assez inextensibles, et puis ça s'enracine et donc parfois on préfère ne rien dire. Voilà, parfois on préfère ne rien dire. Vous l'avez très bien dit aussi pour la Polynésie, le fait que parler des sujets qui fâchent, et que là qu'on ne dit plus rien. Et je pense qu'il est important et parfois difficile d'avoir des espaces de parole critiques où les gens peuvent dire je suis pas d'accord, je pense ceci, je pense cela. Mais il faut les cultiver. Et le FIFO, les films, les travaux, les écrits qu'on peut faire, les débats qu'on peut faire, je pense, favorisent ce type d'échange. Parce que le grand risque, c'est de dire ah non, vaut mieux être dans l'évitement et puis casse pas la tête et tout ça. Alors que je pense qu'il faut nourrir le débat critique. Voilà. C'est un peu une réponse. Merci pour cette. J'aurais dû vous garder pour la conclusion. Christine Bonnet, le nucléaire, l'avenir du nucléaire en Polynésie notamment, c'est pas tout à fait fini, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Les essais sont terminés, mais il reste aujourd'hui tout le processus de décontamination, peut-être de reconnaissance aussi. Oui, les deux. Oui, les deux. Je suis pas devin non plus, donc je sais pas ce qui peut arriver. Effectivement, il y a quand même cet atoll qui est réhabilité sans avoir fait suffisamment de tests en profondeur, donc on a l'impression que ça continue un petit peu. Je pense qu'il a raison, qu'il faut absolument en parler aux enfants, faut montrer des films. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut faire changer les choses. Éveiller encore plus les consciences autour de ces problématiques. Exactement. Olivier ? En ce qui concerne la Papouasie, déjà, il y a quelques petites choses qui se dessinent, c'est-à-dire il y a le nouveau gouvernement qui avait apporté un certain espoir lors de son élection en juin 2012. Malheureusement, on vient de découvrir dans certains papiers que leur plan est d'ici 10 ans d'avoir 30% de la terre qui va maintenant devenir une terre privée.
de manière à pouvoir amener le plus d'entreprises possible. Tout ça est jumelé au fait qu'il y a eu 5 millions d'hectares qui ont été aliénés dans les dernières années avec énormément de... Il y a des investigations qui sont faites, hein, et on sait très bien que c'est des entreprises malaisiennes et australiennes, enfin et étrangères qui sont derrière tout, littéralement le vol des terres. Mais bon, j'aimerais beaucoup qu'il y ait de l'espoir. J'ai été marqué quand j'étais là-bas par cet esprit de résistance, je crois aussi que ce que disait Christian. Il existe, il est là. Maintenant, est-ce que ces groupes qui sont séparés de par leur culture vont pouvoir porter une parole commune de résistance et pouvoir essayer de finalement se faire entendre et renverser la vapeur? J'aimerais vraiment y croire, mais bon, les plans. Ensuite, je pense que pour parler de l'Océanie en général, je crois que les plus gros projets dont on va entendre parler dans les médias bientôt, c'est l'exploitation des fonds marins, l'exploitation minière des fonds marins. La Papouasie était censée aussi être le premier pays au monde à avoir cette exploitation. Il y a eu une certaine résistance qui a été organisée. Ils ont réussi l'année dernière à geler le projet d'exploitation Nautilus 2. Bon, c'est le nom du projet d'une entreprise canadienne. Mais c'est reparti. C'est juste, c'est qu'une question de temps avant de voir ces projets un peu partout. Ce sera des projets également sur les côtes africaines. Ça va être vraiment, je pense, d'ici les 10 prochaines années, le plus gros sujet environnemental. Parce qu'en parlant de protection de l'environnement, par exemple, on ne connaît rien. On ne connaît strictement rien de ce qu'il y a dans les fonds marins. Et je crois que ça pose aussi d'autres questions. C'est-à-dire, il y a un moment où la science ne sait pas, et il y a un vrai effort à faire pour essayer de mieux connaître, mais en même temps, lorsque l'on amène et on met en place des projets où l'on sait que si jamais ces projets se passent mal, personne ne peut réparer ça. Je veux dire, réparer tout un écosystème, c'est impossible. Ça coûte des milliards et des milliards. Enfin, on ne peut même pas imaginer, c'est-à-dire la destruction du magon de la dengue, que ce soit par les déversements miniers qui ont été autorisés il y a 1 an et demi, avec 100 millions de tonnes de déchets miniers qui vont peut-être également contaminer les stocks de poissons. Ça, j'avais oublié de le dire ce matin, mais c'est le grand paradoxe, c'est de se dire qu'on est capable vraiment de se tirer une balle dans le pied en se disant non seulement on a une mine et on a des ressources de pêche, mais la mine va déverser directement tous ces déchets. Donc dans 10 ans, dans 15 ans, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais au moins j'espère qu'on a maintenant les clés pour pouvoir comprendre, je pense, et ensuite essayer de changer ça, de renverser ça. La première étape, c'est vraiment d'engager une discussion, et voilà, peut-être qu'on peut avoir une discussion maintenant. Ce qu'on peut dire en tout cas au niveau du FIFO, de la vision qu'on a, c'est que les sujets, les documentaires traitaient au départ essentiellement de problématiques culturelles et environnementales, et qu'aujourd'hui on va de plus en plus vers les problématiques économiques et politiques. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un changement de focale sur cette région, et qu'on s'éloigne justement de l'exotisme, du tout traditionnel, pour aller vers... On passe la parole à la salle. Il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est à l'est, qui est indépendant, elle, depuis 1975, il me semble. Et il y a la Papouasie occidentale, qui, elle, est une ancienne colonie néerlandaise et qui a été annexée honteusement par le gouvernement de Jakarta, indonésien. Et depuis 40 ans, depuis 50 ans même, il y a un mouvement indépendantiste papou qui lutte pour son indépendance, justement, qui lutte contre toutes ces entreprises économiques, toutes ces mines. Il y a une grande mine qui s'appelle la mine Freeport Mine, qui justement... Et là, je vous garantis qu'il y a une catastrophe humanitaire, écologique, mais surtout humaine, où les Papous de Papouasie occidentale sont en train de disparaître dans l'indifférence générale. Il y a des cas de massacres. Moi, tous les jours, je reçois des photos épouvantables. Parce que voilà, je me présente, je suis Damien Faure, ça fait 10 ans que je travaille sur cette guerre oubliée, j'ai fait plusieurs films. Et donc voilà, il est important de mettre en lumière cette guerre qui est complètement oubliée des médias. Je pense qu'elle est en grande partie liée aussi à ces grandes compagnies qui exploitent ce pays, entre autres des grandes mines de cuivre, d'or, et qui sont très proches de la frontière avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée d'ailleurs.
Oui. Effectivement, il y a de tels enjeux diplomatiques, etc., que la Papouasie occidentale, pas plus que le Tibet, n'est inscrit à cette liste, alors qu'effectivement, ils sont confrontés à des processus de colonisation extrêmement violents, parmi les plus violents actuellement. Ce qui dit beaucoup de choses sur le... Et on trouve également un silence politique assourdissant autour de cette question. Moi, j'habite en Australie, c'est absolument incroyable. Il y a eu notre ministre des Affaires étrangères récemment à qui on a demandé, on sait très bien qu'il y a une énorme crise de droits de l'homme avec des exécutions systématiques, avec de la torture, enfin des choses absolument horribles. C'est vraiment un conflit qui est complètement oublié. Et le ministre a répondu que de toute manière c'était un problème indonésien et qu'il n'avait strictement rien à faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Timor avant. L'histoire est en train de se répéter exactement la même. Et il y a une vraie urgence. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a quelques jours, je crois, a reconnu avec le Spearhead Alliance de fer Group, de lance mélanésien, qui a reconnu la Papouasie occidentale. C'est un premier, au moins, ça veut dire qu'il peut y avoir des discussions politiques au point de vue mélanésien sur cette question, mais c'est aussi un endroit où les médias n'ont pas le droit d'aller, où vous avez réussi, bravo. Voilà. Nous sommes les consommateurs et l'océan est rempli de gouttelettes. Donc je pense que, je ne sais pas, qu'est-ce que le consommateur peut faire? Je pense quand même qu'on peut tous quand même faire, même des petites choses. Mais ce serait déjà pas mal si chacun nous faisait déjà des petites choses. D'ailleurs, je pense que beaucoup en font déjà. Mais je pense qu'on peut toujours en faire un petit peu plus. Exiger d'être bien informé sur ce qu'on achète, sur ce qu'on mange, pourquoi pas. Et puis bien choisir, bien chercher ce qu'on achète aussi. Parce que, je sais pas, quand on voit des pommes qui viennent d'Argentine, si elles sont là, c'est bien parce qu'il y a des gens qui les achètent aussi. Donc, voilà, je vais essayer quand même de rester sur une note optimiste. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Oui, je suis toujours un peu rapide par rapport à la consommation du poisson en disant qu'effectivement, pour plusieurs raisons, en fait, je vais essayer de pas être trop longue. Il y a plusieurs années, je vous demande pardon, je ne peux pas vous préciser l'année, mais il y a quand même près d'une vingtaine d'années, les Américains ont décidé de plus manger de thon pacifique, qui était pêché par les gens de Chiapas au Mexique. Et il a été mis en conserve. Et donc, une partie de la population américaine a décidé de plus manger. Donc, effectivement, ils ont réussi une chose, c'est effectivement à ce que les conserveries, qui étaient à cette époque-là, ferment et que il y ait, eh bien, simplement, du coup, il n'y a plus de pêche du thon. Sauf que la région du Chiapas au Mexique est une région bien particulière. Les gens n'ont pas pu continuer à pratiquer la pêche. Et donc, quand on connaît les problèmes politiques et les problèmes sociaux de cette région, on voit la conséquence, tout ça pour protéger, parce que les thons n'étaient pas pêchés dans les conditions, etc. Bon, c'est un exemple qui m'est toujours resté, parce que j'avais une collègue qui travaillait là-bas, qui m'avait expliqué cette situation. En outre, ce qu'il faut dire, vous dites vous-même, il faudrait être bien informé, exiger une information. Ça, bien sûr, chacun d'entre nous peut l'exiger, je veux dire, peut avoir une action, en tout cas. Mais il ne faut pas oublier que cette action, il faut qu'elle soit collective. Il faut donc qu'elle soit relayée par des outils collectifs, si vous voulez, pour exiger une meilleure information. Mais c'est vrai, et ça c'est quelque chose que vous pouvez exiger, mais il faut qu'elle passe à l'échelle collective et à l'échelle ou institutionnelle ou collective. Parce que tant que ça reste à l'échelle individuelle, je peux vous dire que effectivement ça ne sert absolument à rien, puisque même si vous demandez à votre poissonnier, j'espère qu'il n'y a pas de poissonnier là dans la salle, parce que quelquefois je suis pas très copine avec les poissonniers, mais si vous voulez, si vous posez une information, une demande à votre poissonnier, ou si vous regardez les étiquettes des poissonniers, c'est effectivement quelque chose d'assez catastrophique. Plus que pour la viande, parce que ce que je rappelais tout à l'heure, c'est que les Français, à part les populations littorales, les gens qui viennent du littoral et qui ont eu une éducation, ne connaissent pas le poisson. Et ils peuvent se faire refiler. Et moi-même qui connais le poisson, je me suis fait souvent refiler des choses. Je viens de découvrir que quand on achète des dos de cabillaud, c'est du cabillaud qui est élevé en Norvège. Donc c'est même pas du poisson sauvage, c'est du poisson d'élevage. Donc l'information, vous avez raison. Donc je vais pas vous dire manger, en fait, comme vous le voulez. Informez-vous, c'est vrai. Mais exigez surtout que, si vous voulez,
au sein d'institutions plutôt que ces informations soient elles-mêmes exigées. À l'heure actuelle, la lisibilité sur le poisson, si vous voulez, c'est encore ce qu'il y a probablement de plus catastrophique. C'est vrai que c'est ce que je connais. Mais je compare par exemple à la viande et je compare aussi un peu avec l'agriculture où mais il faut dire que aussi les agriculteurs, c'est une masse beaucoup plus importante. Les pêcheurs en France, à l'heure actuelle, quand je vous dis que la flottille a été détruite de plus de la moitié à peine en 15 ans, vous voyez ce que ça peut donner. Donc ce n'est plus une force politique, c'est une force politique quelquefois localement, mais c'est tout. Donc c'est vrai que je dis toujours, on mange ce qu'on veut et ce n'est pas à votre échelle que les choses peuvent être changées. Mais par contre, là où vous avez un rôle, je me permets, eh bien, c'est politiquement. Moi, je vous encourage à vraiment écrire à Monsieur Karel de Gourt, qui est le commissaire européen au commerce, et qui va un peu partout dans le monde pour essayer d'encourager la signature des accords de partenariat économique comme ceux qui ont été signés avec la Papouasie. Il y a 79 pays qui sont concernés en développement. Et l'année dernière, en mai 2012, il a déclaré que la Papouasie était vraiment le plus bel exemple de cette réussite des accords, alors que ça fait 10 ans que ces accords sont bloqués parce qu'il y a énormément de résistance, notamment en Afrique, parce que ce sont des accords libre-échangistes qui peuvent détruire complètement ont potentiel de détruire complètement toutes les industries locales sans protection et de les mettre directement en concurrence avec l'Europe. Et voilà, je vous invite à lui écrire et à lui dire voilà, j'ai vu ce film, ça me dérange vraiment. Et en mai 2012, donc il s'était adressé à ces 79 pays en disant que la Papouasie était le plus bel exemple. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh, il y a vraiment un certain décalage entre ce qui peut être vu à Bruxelles, mais là encore, voilà, c'est un décalage de chiffres. Je veux dire, je crois que la Commission européenne et l'Union européenne en général fonctionnent beaucoup aux chiffres en se disant il faut que ça marche. D'après nos études, on a 50 000 boulots. Combien de travail et de vies vont être brisés en chemin? Ça, je pense que Bruxelles peut avoir les éléments s'ils le veulent, mais ça veut dire changer complètement la manière dont ils opèrent et véritablement avoir une politique de terrain où, par exemple, en Papouasie, pour mon cas, ce qui serait formidable de faire, c'est au moins de savoir ce qui va être détruit. C'est-à-dire d'aller dans tous les villages et de finalement s'intéresser à l'économie traditionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui n'est dans aucune étude européenne qui est faite parce que c'est très difficile à chiffrer. Ça prendrait évidemment des mois, ça serait assez délicat à mettre en place parce qu'il y aurait sûrement un certain scepticisme des populations locales, mais au moins ça permettrait de savoir ce que l'on va détruire. Mais ça, c'est jamais fait. Mais je vous invite à lui écrire. Je suis sûr que, ça peut être une bonne idée. Vous pouvez faire circuler aussi tous les films qui ont pu être vus ici. Oui. Je crois que c'est très important. C'est-à-dire sans le public, là, on est une petite salle, mais vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux et poser des questions. Ça démarre par ça, je pense vraiment. Oui, c'est ça. Je vais parler pour le FLNKS concernant l'enjeu. L'enjeu pour les années qui viennent. L'enjeu pour nous principal, c'est le destin commun. C'est ça qui est véritablement un défi pour nous, parce qu'il est question de vivre ensemble. Et autour de ce vivre ensemble, il faut qu'on soit un peu original pour démontrer aux Blancs qui sont là-bas que ce qu'on fait, c'est pour le pays. Et ce qu'on fait, c'est pour tout le monde. Depuis la colonisation jusqu'à maintenant, on essaye de faire comprendre aux Blancs qui sont là-bas que ce qu'on en fait, c'est pour le pays, donc c'est pour tout le monde. La première des choses qu'on a voulu faire, c'est concernant le développement économique. Mais le développement économique, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que ça a un lien avec la terre. Pour la Nouvelle-Calédonie, on a séparé 3 types de statuts. Le statut de droit public, sur lequel le gouvernement local, la Nouvelle-Calédonie, sont propriétaires de ces terres. Nous avons des terres coutumières, donc ça appartient aux Kanaks. Ça n'appartient pas au gouvernement, ça appartient aux Kanaks. Et vous avez des terres privées. Donc ce sont des terres qui font
l'offre, l'achat, la demande, les choses comme ça. Donc, autour de ces terres-là, sur le développement économique, on est contraint de jongler avec ces statuts de terre. Pour ce qui est du domaine public, bon, c'est pas tellement un problème. Alors, parce que pour tout ce qui est la construction de l'usine du Nord, comme dit le monsieur tout à l'heure, il a fallu composer avec les Kanaks, parce que c'est en dehors de nous-mêmes. Donc il a fallu toute une gymnastique pour faire comprendre aux Kanaks que c'est pour nous, c'est pour ça, pour ça. Donc c'est quelque chose qui se fait. Et je vais rajouter ce que monsieur Trépi dit, c'est que c'est la maîtrise de l'outil qui est importante. Ce n'est pas simplement la maîtrise de l'outil, mais c'est aussi la diversification de l'économie. C'est ça qui est important, parce que là-bas, on dit toujours que c'est un caillou, c'est le nickel, il n'y a que du nickel. Non, la société qui gère la mine là-haut a diversifié l'économie. Donc vous avez la pêche hauturière. Donc on a 2 entreprises de thon qui font la pêche autour de la Calédonie, puis un peu sur le Vanuatu, les choses comme ça. Nous avons une entreprise de crevettes. Nous sommes investis dans l'agroalimentaire. Mais tous les bénéfices que font ces sociétés-là, en fait, ils ne sont pas distribués. Ils reviennent à la collectivité pour faire des routes, parce que nous, on est compétents dans tout ce qui est économie, tout ce qui est route, tout ce qui est social. Donc on a besoin de sous pour renflouer les caisses de notre économie locale. Donc tout ça, c'est réinjecté. Il n'y a personne qui perçoit les royalties chez nous. Les gens qu'on a mis dans les conseils d'administration de chaque société, on leur a dit que ça, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est quelque chose qui est important pour nous. Donc il y a autre chose, hein. Il y a simplement l'économie qui est importante. La question environnementale, ce sont les Kanaks qui ont demandé l'inscription du récif corallien de la Nouvelle-Calédonie au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça protège tout l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, tout ce qui dérive au niveau de l'environnement. Donc il y a un garde-fou. C'est pas tellement ça ce que... Et les Blancs n'aiment pas ça quand on leur... Surtout les Français, parce qu'ils ont un complexe de supériorité là-bas. Ils essayent de nous amener ça, mais on n'arrive pas à faire comme eux. C'est-à-dire être plus supérieur qu'eux. Donc nous, on essaie de faire des choses concrètes pour leur faire dire que non, c'est pas comme ça, nous, c'est notre pays. Ce que vous dites tout à l'heure concernant les unicides, c'est un véritable exemple de ce que parce que là-bas, c'est la droite locale qui veulent ils ont carrément donné la mine aux Canadiens. On ne perçoit rien du tout. C'est une multinationale. Et c'est une usine, en plus, qui est chimique. C'est-à-dire que le traitement de l'inkel se fait à base d'acide sulfurique. La séparation du chrome du nickel se fait par l'acide sulfurique. Et après, ce truc-là, il va dans les rivières, il va dans la mer, là où on a classé patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est quelque chose qui... Et tout ça, il faut le justifier à chaque fois. Ce qu'on fait, c'est bon, ce qu'on fait, c'est bon, ce qu'on fait... Mais on sent qu'il y a, sur l'éducation, on a demandé que, bon, il faut adapter les programmes. On ne peut pas prendre un programme comme ça qui vient de France. Il faut dire que, non, il y a des langues locales, il y a l'histoire locale, il y a les géographies locales, les choses comme ça. Donc il faut composer. On ne rejette pas la France, c'est pas ça. Mais en assiste, c'est quelque chose qui est... C'est un combat permanent tous les jours pour leur dire que ce qu'on fait, c'est pour nous. C'est pas pour les multinationales, c'est pas pour... Quoique de temps en temps, on devient multinational parce qu'on s'exporte. Mais c'est multinational pour nous, c'est pas multinational pour les... Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et le débat dont vous dites tout à l'heure, c'est que le destin commun, c'est vrai qu'il faut vivre ensemble. Mais je sens que là, en 2014, chacun se tire un peu. Alors, on agite un peu la peur pour dire que voilà, la France va partir, des choses comme ça. Et puis on va être largué, des choses comme ça. Ça, c'est la droite qui dit ça. Donc nous, on a signé l'accord. Pourquoi si c'est pas pour construire le destin commun? Si à chaque fois, il y a des élections, c'est bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Mais à quoi ça sert, ça? On a signé l'accord pour le destin commun. La question qui va être posée au référendum, oui ou non, êtes-vous pour qu'on transfère les compétences régaliennes?
C'est pas autre chose que ça. On ne vous demande pas de dire oui ou non, vous êtes pour l'indépendance. Je viens de la Martinique en fait, et c'est vrai que bon, si ce n'est pas l'Océanie, ça y ressemble un peu, à travers l'histoire, la décolonisation entre autres. Simplement, je voudrais intervenir simplement sur le fait que les questions environnementales en ce moment sont très prégnantes, dans la mesure où nous avons eu affaire depuis quelques années, et très récemment, à un problème qui est lié à l'agriculture, et qui, par effet de ricochet, se retrouve aussi dans nos espaces maritimes. C'est-à-dire que dans l'agriculture, nos agriculteurs ont utilisé un produit qui s'appelle chlordécone et qui aujourd'hui pollue toute la surface, enfin toutes les côtes de la Martinique et en particulier la côte atlantique, à tel point que nos pêcheurs ne sont plus autorisés à pêcher certaines espèces, donc langoustes, crabes, etc., qui nous arrivent bien sûr du Brésil par exemple. Et nos agriculteurs, eux, ne peuvent plus cultiver le sol. Donc on se retrouve avec des pêcheurs qui ne sont plus pêcheurs, des agriculteurs qui ne peuvent plus utiliser les terres, et donc un problème de chômage qui va augmenter en plus la population de jeunes chômeurs qu'on a sur le territoire. Et la question que je me pose, c'est par rapport à ce qui se passe en Océanie, que faire? Quand monsieur parlait d'économies diverses et d'activités diverses, eh bien, la pêche faisait partie d'une de ces pratiques qui permettaient à un certain nombre de gens de vivre, effectivement. Et ils ont essayé de développer la pêche avec les DCP et tout ça à la Martinique. Mais c'est toujours ces politiques de développement, en fait, à très court terme. Et je pense que la situation par rapport au marché du poisson et aussi de l'agriculture à la Martinique est malheureusement le même que celui auquel on assiste en métropole. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a plus de pêcheurs et s'il n'y a plus d'agriculteurs, eh bien, ça n'a pas une très très grande importance. Moi, je vois la situation de façon complètement exacerbée à Saint-Pierre-et-Miquelon, où il n'y a plus rien. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'agriculture, mais comme il n'y a plus de pêche du tout depuis 1994, le moratoire sur la morue, eh bien, eux, ils sont assistés, donc, enfin, il y a des fonctionnaires, donc heureusement, l'emploi est à 50% de fonctionnaires. Et donc, pour ce qui est du poisson et de l'agriculture, on s'en fiche, puisque, effectivement, il y a des multinationales qui vont fournir, et vous, forcément, subissez les importations, exactement de la même façon qu'à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, comme il n'y a rien à faire, on est bien obligé. Bon, heureusement, ils ont des postes de fonctionnaires. Et puis, on est bien obligé d'assister, comme toutes nos colonies, d'assister au maximum. Parce que, bon, à Saint-Pierre, il y a aussi un problème de climat. Et ils ne peuvent même pas avoir cette production. Et donc, si vous voulez, la solution, parce que la pollution par les eaux, vous l'avez aussi en France par les estuaires et sur les rivières. À l'heure actuelle, vous avez pas mal d'espèces, même marines, qui sont aussi... qui ont des bactéries et qui ont été interdites à la consommation et interdites à la pêche dans plusieurs estuaires. Il y avait la Seine en particulier. Mais le problème, comme je reviens à la même chose que ce que je disais, on peut le dénoncer bien entendu, et il est dénoncé. Mais malheureusement, c'est un problème de politique et d'économie, car pour ce qui est de la consommation, de toute façon, vous avez les importations et la voix de petits pêcheurs, je peux vous dire qu'elle est rarement entendue. Donc oui, votre problème, c'est un problème qu'on retrouve ici en métropole et qui est mal réglé parce qu'en fait, il faut le prendre, c'est toujours pareil, il faut prendre qui sont les pollueurs et comme les pollueurs préfèrent continuer à polluer et à payer les amendes, comme vous le disiez pour Nouvelle-Guinée, les amendes, ils vont continuer à payer. Car en même temps, c'est vrai que au point de vue pour la consommation, vous avez des importations de poissons alors que vous avez votre poisson sur place. On va être incollable. C'est un problème. Pardon ? Non, c'est un problème qui ressemble tout à fait. Ce qui ne veut pas dire, comme le disait M. Paulet, qu'il ne faut pas le dénoncer, bien au contraire. Hein. Mais on connaît bien la mécanique, comment ça fonctionne. Hein. On va devoir conclure parce qu'il y a une séance à 16h30 et que des gens vont arriver pour voir ce film-là. Donc pour que tout le monde puisse respirer un peu, on va faire une pause de 10 minutes et on va remercier nos intervenants. Et voilà. On va les applaudir, merci.